Bonjour, vous connaissez la Justice League? Bon, j'avoue, j'aurais pu trouver mieux comme phrase d'accroche. Mais est-ce que vous connaissez vraiment la Justice League? En dehors des films et à travers les comics se cache l'histoire de l'une des plus grandes équipes de super-héros jamais imaginées auparavant, et à l'occasion de la sortie de la Snyder Cut, oui je suis en retard, je reviens avec vous sur les traces de la Ligue des Justiciers, beaucoup moins stylé en VF, je vous l'accorde. Commençons par le commencement. Notre équipe de super-héros haute en couleur voit le jour dans les années 1960, pile à la sortie de l'âge d'or des comics qui a été une véritable apogée pour les super-héros sous l'influence de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans la fin des années 1950, ce dernier style de bande dessinée commençait à s'essouffler un petit peu. Chez DC Comics, par exemple, c'était clairement pas la fête. On était dans une période d'après-guerre durant laquelle les lecteurs se désintéressaient de plus en plus de ce genre. Ça entraîna notamment la crise de nombreux éditeurs, mais aussi l'arrêt de nombreux comics, puisqu'à chaque tentative d'apporter une nouveauté, comme une histoire différente avec un personnage jamais vu, eh bien ces histoires avaient vraiment du mal à trouver leur place dans des marchands de journaux. La maison d'édition tentera de créer une nouvelle équipe de super-héros appelée la Société de Justice d'Amérique, mais le désintérêt total des fans entraînera son flop total. Bref, la fin de l'âge d'or pour DC, c'est vraiment pas facile, mais avec l'arrivée de l'âge d'argent des comics en 1956, les lecteurs allaient être servis. Premièrement, ce qui a clairement permis à l'entreprise de remonter la pente, c'était tout le renouveau qui a été imaginé autour du personnage de Flash grâce au scénariste Gardner Fox. C'est ce qui a su augmenter de nouveau les ventes et donner à ce type la confiance du fandom. Et au final, on peut dire que ça a été une plutôt bonne chose, puisque Monsieur Fox sera également l'auteur d'un comic sorti le 31 octobre 1960, à savoir le tome 1 de Justice League of America. Là-dessus, il n'était pas seul, puisque le dessinateur Mike Sekowsky, connu pour ses travaux chez Marvel autour de Captain America notamment, l'avait rejoint. Ici, ils avaient eu pour idée de créer une nouvelle série de comics où l'on ne suivrait pas un, mais toute une équipe de super-héros costumés appartenant à une même maison d'édition. En gros, c'était la version 2.0 de la Société de Justice d'Amérique qui avait littéralement bidé. Et dès le premier tome, on retrouve déjà des personnages comme Flash, Green Lantern, Wonder Woman, Aquaman ou encore Martian Manhunter. Mais alors, est-ce que le coup de poker s'apprêtait à marcher? Bon, pas de secret là-dessus, la réponse est évidente. Plus le temps avançait et plus les gens devenaient de plus en plus fans de cette Justice League, trouvant le fait de réunir tous ces personnages et de les faire collaborer ensemble juste incroyable. En 25 ans, la série a accumulé plus de 200 numéros. Des numéros où de grandes personnalités de ce domaine ont travaillé dessus, comme le dessinateur George Pérez, connu pour son travail autour des 4 Fantastiques et des Vengeurs, le scénariste Len Wein, sans qui les X-Men n'auraient probablement jamais existé, sans oublier le talentueux Jerry Conway, à qui on doit d'excellents arcs narratifs sur l'homme araignée, comme celui de la mort de Gwen Stacy par exemple. Donc oui, des gens ayant pour la plupart travaillé chez Marvel et qui n'ont pas laissé une trace indifférente dans le monde super-héroïque. Au total, il y a eu énormément de versions différentes de l'équipe, parfois appelée Justice League International, Justice League United ou encore Justice League Dark qui arrivera bien plus tard, à savoir dans les années 2000. Mais également des personnages on en a vu passer au sein de cette équipe. Même si Batman et Superman n'étaient pas présents dès le premier tome, ils y sont rapidement devenus de véritables leaders au sein de la Ligue qui cherchaient à recruter des nouvelles têtes encore et encore, ce qui donna lieu à de comics très intéressants. Des histoires où l'on voyait des personnages comme Green Arrow, Zatanna, Hawkman, Black Canary, Firestorm, Red Tornado, etc. On arrive donc à la fin de l'âge d'argent des comics et tout est allé très vite. Le fait de réunir ces super-héros au cœur d'une équipe pour les faire collaborer ensemble est devenu une mode, et entre toutes les histoires différentes mélangées aux timelines, ça devient un peu le bordel. Les fans se repèrent difficilement au cœur de toutes ces aventures et ça, DC l'avait compris. C'est pourquoi les auteurs commencèrent à réfléchir à un moyen pour simplifier tout ça, une sorte de crossover qui retracerait l'histoire de DC et la réécrirait en même temps. Cette idée naît en plein âge de bronze de comics, à savoir 1986, et représente la création d'une série de comics en une dizaine de parties appelée Crisis on Infinite Earths. De base, le nom devait être The History of the DC Universe et le but était ici de réinventer ce dernier. On est 50 ans après la création de l'entreprise et toutes ces histoires de multivers où des super-héros venus d'une autre dimension ou d'une époque différente qui interagissent avec ceux actuels commencent à vraiment mettre une pagaille pas possible. Le synopsis de Crisis Infinite Earths était donc de faire interagir ces héros ensemble encore une fois afin de se débarrasser du concept de terres multiples. Ici, pratiquement l'intégralité des personnages de chez DC sont présents et c'est uniquement à la fin de cette série que toutes les réalités différentes fusionneront pour n'en former qu'une, l'occasion de garder ou de supprimer certains personnages afin de mieux pouvoir se focaliser sur eux dans les temps à venir. Et dans tout ça, notre équipe a pu repartir de plus belle, proposant toujours des histoires encore plus innovantes à chaque fois, comme la série Rock of Ages sortie en fin des années 90. Et pour la petite anecdote, c'est à partir de cette série que le grand vilain Darkseid commençait à être peu à peu reconnu de la Ligue. Et le dernier événement marquant autour de celle-ci se passe au début des années 2010 avec la renaissance d'ici appelée New 52, un reboot complet envisagé sur cet univers suite au comics Flashpoint. Le but de relancer toutes ces histoires était de pouvoir mieux les retravailler d'une façon plus claire afin que les nouveaux lecteurs puissent facilement se retrouver dans toute cette masse de pages colorées. Et grâce à ça, on a encore pu avoir de fantastiques histoires autour de notre équipe. Je pense notamment au tome 1 de Justice League, édité par Urban Comics, qui relance l'équipe d'une façon moderne dans cette nouvelle série prometteuse et vraiment bien écrite. Et voilà pour son histoire. Depuis les années 1960, la Justice League est reconnue pour être l'équipe en question qui a su avoir l'une des plus grandes influences sur la culture pop. D'ailleurs, son influence penche
penchons-nous un peu dessus. Revenons au beau milieu de l'âge d'argent des comics, là où les ventes de chez DC marchaient vraiment bien. Ils avaient su imposer leur équipe de justiciers s'affrontant contre de nouveaux ennemis à chaque fois, ce qui avait vraiment le don d'attirer l'œil des fans. Mais alors la recette pour faire décoller les ventes était-elle de créer toute une équipe de super-héros également? C'est probablement ce que Marvel se posa comme question, qui galérait un petit peu plus de son côté. Pile un an après la sortie du premier tome de Justice League of America, les deux grosses têtes Stan Lee et Jack Kirby s'associent pour créer les 4 Fantastiques, une nouvelle équipe de super-héros composée de 4 membres d'une même famille qui vivent plus ou moins les mêmes aventures de notre Ligue des Justiciers. Néanmoins, cette dernière reste toujours plus appréciée des fans, c'est pourquoi Marvel continuera ses tentatives de création de nouvelles équipes en 1963 avec le premier tome d'Avengers, une équipe constituée d'Iron Man, Hulk, Thor, Ant-Man et la Guêpe. Son histoire à elle est plus ou moins similaire à celle de nos justiciers puisqu'au fil des années, elle rencontrera énormément de modifications, d'ajouts de nouveaux personnages comme Captain America n'apparaissant qu'au bout du 4e tome, mais également de nouvelles histoires. Alors même si le thème de base était la Justice League, tout ça était surtout pour vous montrer que sa création a quand même lancé une certaine mode, et même au sein de sa propre maison d'édition. Les lecteurs aiment voir les super-héros travailler ensemble, et c'est donc une recette qui va se répéter encore et encore chez DC. Pour vous donner un autre exemple d'une nouvelle équipe de super-héros dans le genre, les Teen Titans apparaîtront pour la première fois en 1964 mais devront attendre d'être dans les années 70 avant d'être réellement développés. Comme l'indique le nom de cette équipe, ici ce sont des jeunes super-héros qui sont mis en avant dans une équipe constituée de Robin, Aqualad, Kid Flash, Starfire, Raven, Wonder Girl, etc. Et dans le même genre mais bien plus tard, à savoir en 1998, l'équipe Young Justice sera créée qui elle-même est une sous-version de la Ligue avec des personnages beaucoup plus jeunes. Et pour vous donner un dernier exemple de l'influence qu'a eu la Justice League, une équipe de méchants s'est elle-même créée en 1987, à savoir la Suicide Squad, une équipe très appréciée mais qui de nos jours est pas mal controversée, surtout par rapport à son adaptation au cinéma sortie en 2016, ce qui me permet de faire la transition sur la place de la Justice League au cinéma. Alors je ne compte pas seulement parler de son adaptation en live action de 2017 ou encore de la très réussie Snyder Cut, mais de la présence globale de notre ligue sur tout type d'écran. Par exemple de son premier film d'animation sorti en 2008 s'appelant Justice League New Frontier au très bon Justice League Dark Apocalypse War sorti l'an dernier. Au total on compte une bonne dizaine de longs métrages d'animation autour de ces personnages et au niveau des séries du même genre on est aussi servi. En 2001 est sortie la série animée La Ligue des Justiciers qui est selon moi l'une des meilleures versions de l'équipe. Chaque personnage est badass et bien traité, les relations entre eux sont parfaitement bien travaillées et j'ai encore plein de souvenirs en tête de quand j'y regardais étant gamin. Mais au niveau du live action, on galère encore un peu. En fait, Warner Bros et DC Comics prévoyaient de faire un film dessus depuis déjà pas mal de temps. Le réalisateur George Miller avait même été approché en 2006 pour sa mise en scène mais a fini par se désister au dernier moment. Et pour les prochaines années à venir, le projet est resté dans le carton de Warner puisqu'on se concentrait plus sur des films comme la trilogie des Batman de Nolan, Green Lantern ou encore Watchmen. On est donc au début des années 2010 et niveau cinéma, DC est un peu à la traîne contrairement à Marvel qui installe peu à peu son Marvel Cinematic Universe avec des films sur Iron Man, Thor, Hulk ou Captain America pour aboutir en 2012 au tant attendu Avengers. Et en voyant le succès de ces films et l'ingéniosité d'inventer un univers cinématographique, DC décida de faire de même avec la sortie de Man of Steel en 2013, un Superman joué par le talentueux Henry Cavill qu'on reverra que 3 ans après dans Batman vs Superman, un film qui impose déjà le grand trio de chez DC, à savoir l'Homme de Fer, Wonder Woman joué par Gal Gadot et Batman joué par Ben Affleck. Alors même si la manière dont ils enchaînent les films est bien différente de chez Marvel, où ils se concentrent d'abord sur l'origin story de certains personnages avant de les mettre en scène dans des crossovers, et ben pour l'instant ça marche plutôt bien. Le projet Justice League s'apprêtait donc à voir le jour après avoir été teasé dans le très mauvais Suicide Squad et juste après le film solo sur Wonder Woman. On est donc en 2017, plus de 10 ans après que le projet ait été envisagé et à 5 mois de la sortie du 3e Avengers Infinity War. Oui, DC est toujours autant à la traîne, mais si ce film arrive à marcher, ça pourrait annoncer de grandes choses pour la suite. Et ben du coup, c'est pas vraiment le cas. Justice League est un gigantesque flop, le plus mauvais démarrage d'un film du DCEU rapportant en un week-end seulement 93 millions de dollars de recettes sur les 300 millions de coûts de production. Très peu de critiques sont positives et il se fait rare de voir une note au-dessus de la moyenne pour ce film. La raison de cet échec, c'est toute sa production qui a totalement merdé. En fait, le réalisateur devait de base être Zack Snyder, mais ce dernier a malheureusement dû se retirer en pleine post-production à cause de problèmes familiaux. C'est donc le producteur Joss Whedon qui va le remplacer et qui sera contraint de modifier la quasi-totalité du film, enlevant le meilleur de ce que Zack Snyder avait produit. Mais on est aujourd'hui en 2021 et il semblerait que ce qu'on attend depuis 3 ans soit enfin là, la Snyder Cut. C'est le nom qui a été donné à la version du film non modifiée qui dure désormais 4 heures. Et voilà où on en est aujourd'hui. Après avoir vu qu'à l'époque, DC dépassait Marvel en termes de vente de comics grâce à cette Justice League, c'est aujourd'hui tout l'inverse avec un MCU beaucoup plus innovant proposant beaucoup plus de films. Et en voyant cette comparaison, on peut se poser la question, à quoi pouvons-nous nous attendre par la suite? La Justice League existe depuis maintenant 60 ans et à travers les époques, on a pu voir toutes ces versions différentes, que ce soit en comics, animation ou live action. Et son parcours, bien qu'il ait manqué de chance au début des années 2000, est tout de même remarquable et espérons que ce n'est que le début.